Bon, avant que Ludovic commence, j'ai eu le plaisir de m'introduire. Donc merci d'abord d'avoir accepté de donner un séminaire. Donc, en fait, Ludovic est un alumnus de cette institution. Bon, il a fait ses études undergraduate à l'École normale supérieure et à l'UPMC, mais a fait sa thèse ici au Collège de France dans le laboratoire de Jean-Marie Laine, qui avait à l'époque la chaire de la chimie des interactions moléculaires. Donc il a fait sa thèse ici, puis est parti en Allemagne chez le professeur Ringsdorf pour faire... à Saarbrück, c'est ça? À Mayence. Mayence, pardon. Pour faire de la chimie des polymères. Donc ce qui a complété son panel de compétences. Et puis donc, comme il avait bien aimé le Collège de France, il est revenu chargé de recherche ici, chez Jean-Marie Laine. Après quelques années de chargé de recherche, il a eu un poste de professeur à l'École normale supérieure. C'est une époque où effectivement les chargés de recherche étaient intéressés par les postes de professeur. Il y en a eu un certain nombre. Et là, il a démarré une activité très foisonnante dans le domaine de la physique, de la biologie et de la chimie, vraiment conjuguer ces sciences au mieux. Et donc, il a particulièrement un intérêt important dans la chimie des systèmes, dans la chimie supramoléculaire, la chimie biophysique, chimie analytique, la thermocinétique, et puis aussi le développement instrumental, qui est un point très important, notamment donc en photochimie. Il a eu un certain nombre de récompenses, on ne va pas les énumérer, mais elles sont là. Il a pris beaucoup de responsabilités également, à différents niveaux, au niveau local, direction de laboratoire, mais aussi national et international. Bon, à titre personnel, c'est un enseignant avec qui j'ai partagé le cours de PCEM dans le début des années 2000 à La Pitié. Bon, il était déjà là depuis quelques années, mais j'avais eu énormément de plaisir à collaborer avec lui dans cet univers particulier et à la fois très formateur. Et donc, écoute, tu vas nous parler de bien réagir avec la lumière, et donc c'est un grand plaisir de t'avoir. Écoute, merci. Donc, je dois prendre ce micro en plus? Non, pas du tout. On est mal synchronisés. Bon, écoute, merci Louis, ça me fait bien plaisir effectivement d'être là avec toi aujourd'hui et puis d'être aussi au collège. Donc effectivement, je vais donner un clin d'œil à un moment au collège par rapport à des travaux que j'ai faits il y a 30 ans en fait. Donc je vais vous parler effectivement de bien réagir avec la lumière, ça s'inscrit bien dans le cours de Louis. Et en fait, le titre a à voir avec ma pratique d'interaction avec des non-photochimistes, d'une certaine manière. Des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des photons. Et je me suis dit, ça valait la peine peut-être de montrer quelques difficultés, en fait, liées à l'utilisation de la lumière comme réactif, à la lumière, précisément, de l'expérience d'interaction, on va dire, avec des non-spécialistes, à l'origine, en tout cas. Donc en fait, je vais poursuivre ton cours, si ça arrive à changer. Alors, que se passe-t-il? Je n'arrive pas à changer ça, ce qui n'est pas normal. Si vous avez le note, si vous voulez. Alors essayons avec celui-ci. Ouais. Toc, 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 toc. Voyons voir. Juste ici. Ah, très bien. Voilà. Alors, je poursuis le cours de Louis, si ça te convient. Donc, d'abord, pour vous dire que la lumière interagit avec la matière de manière assez variée. Donc, tu as commencé à en parler sous l'angle de la lumière réactive. Mais il y a la lumière non réactive qui joue un rôle important pour beaucoup des phénomènes, à travers en particulier les phénomènes de diffusion de lumière, soit élastiques, soit inélastiques, donc je ne vais pas parler en fait, un petit peu, on verra. Donc je vais me concentrer sur des phénomènes dans lesquels la lumière est absorbée par la matière. Donc à la fois les aspects photophysiques et de photochimie. Alors la distinction, elle est assez subtile. On parle de photophysique finalement quand à l'issue du phénomène d'absorption, on n'a pas de modification de la structure parce qu'on va se désexciter
en redonnant la molécule initiale. La photochimie, c'est quand il va se passer un certain nombre de choses. Donc je vais vous parler des deux aspects d'une certaine manière. Alors, Louis a parlé de la loi de Beer-Lambert. Cette loi de Beer-Lambert, je vais être amené à en parler en fait, parce qu'elle pose beaucoup de problèmes quand on veut faire de la photochimie en contrôlant ses expériences. Alors, bon, je vais pardonner l'expression. Le point qui est important, c'est de voir finalement que quand on a effectivement... Donc, à nouveau, il faut que je regarde. Oui. Quand on a donc cette lumière incidente qui va arriver dans une cuve ici qui contient de la matière absorbante, vous voyez qu'en sortie, du fait de l'absorption, l'intensité est plus faible. Ce qui veut dire que, fondamentalement, on a une variation de l'intensité lumineuse à l'intérieur d'un échantillon qui absorbe la lumière. C'est bête, mais c'est quelque chose de très important. Et donc, vous avez cette loi qui montre qu'on a un déclin exponentiel, en fait, de l'intensité avec la position à l'intérieur de la cuve. Alors, je donne ici des ordres de grandeur du coefficient d'absorption molaire pour des molécules qui absorbent bien la lumière. Si je prends par exemple cette cyanine 5, donc là on est sur des colorants, on ne fait pas de la photochimie organique, vous avez des ordres de grandeur de 100 000. Et quand on dit 100 000 mol-1, cm-1 aux gens, ils se disent « Waouh, c'est quelque chose qui absorbe beaucoup la lumière ». Dans les faits, je pense que ça vaut la peine de faire le petit calcul. Cette unité tordue, ici, c'est en fait une surface par mol ou une surface par molécule quand on divise par le nombre d'Avogadro. Et la valeur, pour les meilleurs absorbeurs qui existent, elle est d'environ 10-2 nanomètres carrés par molécule, ce qui vous donne environ 1% de la surface physique d'une molécule. Et le message ici, il est de dire que la matière est essentiellement transparente. C'est difficile d'absorber la lumière, puisque la probabilité d'absorber un photon qui arrive sur la surface d'une molécule est de 1%. Donc en gros, la matière est essentiellement transparente, et c'est un point qu'il faut garder en tête quand on fait de la photochimie. Le deuxième point, donc ça a été évoqué un petit peu, c'est des aspects d'énergie. Ici, j'ai regroupé les trois échelles en fait, énergétiques importantes au niveau de la chimie qui fonctionnent par puissance de 10. L'interaction électron-noyau est 10 fois plus forte que l'interaction atome-atome, elle-même 10 fois plus forte que l'interaction molécule-molécule. Et je donne ici des ordres de grandeur. Toute la chimie qui exploite la réactivité sous contrôle thermique au niveau de l'activation est gouvernée par des petites énergies. Vous voyez ici, typiquement, l'énergie cinétique par degré de liberté lors d'une réaction chimique, c'est de l'ordre de quelques kilojoules par mol. Si on regarde maintenant l'énergie contenue dans une mole de photons, ici à 500 nanomètres, vous voyez que l'ordre de grandeur est l'ordre de grandeur des énergies de liaison entre deux atomes. Ça veut dire que si j'absorbe de l'énergie d'un photon, en particulier dans l'UV, eh ben, je bouleverse beaucoup les liaisons à l'intérieur de la molécule. Et donc, c'est à l'origine de cette augmentation de réactivité que l'absorption d'un photon perturbe considérablement, on va dire, les propriétés moléculaires, et on parle même parfois d'isomères électroniques pour décrire les états excités. Donc c'est juste pour avoir quelques idées par rapport à cela. Alors la conséquence de cela, et j'utilise ici en fait une représentation de l'ouvrage de Bernard Valeur que je vais être amené à citer plusieurs fois et que je conseille fortement, en fait c'est pour montrer que ce phénomène d'absorption, du fait d'avoir emmagasiné toute cette énergie, peut donner lieu à une très très grande diversité de phénomènes que Louis a présentés, qui peuvent être utilisés aussi bien pour perturber fortement la matière, donc c'est la photochimie, on va dire qu'elle soit préparative ou analytique, mais aussi à travers le fait que vous créez un état qui a des distributions électroniques distinctes de celles des états fondamentaux, la possibilité d'avoir des informations de type sonde d'un environnement pour sonder, par exemple, la polarité d'un milieu ou d'autres propriétés phénoménologiques.
Donc en fait, ce sont des outils extrêmement puissants qui font que, depuis finalement très très longtemps, on fait de la photochimie et de la photophysique. Alors il y a d'autres caractéristiques qui sont intéressantes quand on utilise le photon comme un réactif. Donc en gros, ce que je vais être amené à vous dire, c'est que pour moi, un photon, c'est comme une molécule. C'est un réactif que je peux fournir à l'intérieur d'un milieu avec un contrôle sur son flux, donc un peu comme si j'apporte d'une seringue, par exemple, un réactif. Alors, quelles sont ces caractéristiques et à quel point, d'une certaine manière, c'est un réactif qui est idéal avec un certain nombre de désavantages? Vous avez de la sélectivité qui est liée à ce que, au jour d'aujourd'hui, vous disposez de sources lumineuses, par exemple celle-ci, un laser, qui ont des bandes passantes au niveau de l'émission qui sont de l'ordre du nanomètre. Donc on a la possibilité de couvrir de manière très sélective toute la gamme de longueurs d'onde avec de beaux objets comme les lasers, les LED par exemple, qui permettent aujourd'hui pour très peu d'argent d'avoir des sources lumineuses particulièrement favorables. Je vais parler un tout petit peu d'applications dans le contexte biologique. Et donc la lumière, a priori, à part quand on s'expose, disons l'été en maillot de bain sur la plage, en règle générale interagit assez peu avec les organismes vivants animaux. Je vais vous parler un tout petit peu des plantes, et les plantes, en revanche, elles font tout le contraire. Mais globalement, peu d'influence de la lumière sur les organismes. Ici, une propriété qui est très intéressante, c'est qu'il va y avoir un lien entre l'intensité lumineuse, et je ne vais pas vous parler des unités, il y a toute une poésie autour des unités des intensités lumineuses, et les constantes cinétiques. Mais quand vous êtes à absorbance suffisamment faible, il y a une relation linéaire entre la constante cinétique de la réaction photochimique et l'intensité lumineuse. Les deux caractéristiques ici sont très singulières par rapport à la chimie. En chimie, quand vous voulez définir T égale 0 par l'addition d'un réactif, typiquement, vous prenez une seringue ou je ne sais pas quoi, vous le mettez à l'intérieur. Et il vous faut environ 1 seconde pour mélanger 2 liquides, par exemple, quelle que soit la vitesse d'agitation. Ici, on peut délivrer des impulsions jusqu'à 10-18 secondes. Je vais parler tout à l'heure de la femtoseconde, mais disons qu'il est très facile de délivrer des impulsions pour quelques euros à la microseconde. Donc on a une très très bonne définition du point de vue de la cinétique de T égale 0. Et l'autre point, c'est qu'on sait aujourd'hui, par différents types de méthodes, délivrer avec une précision nanométrique une excitation à l'intérieur d'un milieu. Donc on a à la fois une très forte résolution spatiale, une très forte résolution temporelle, qui peut donc être utilisée de manière variée dans des expériences. Alors néanmoins, elle a 2 fortes limitations. La première limitation, j'en ai parlé un tout petit peu, c'est le phénomène physique de diffusion de lumière. Ici, en fait, ce que vous voyez derrière ces doigts, c'est une source lumineuse. Et en fait, on ne voit pas la source lumineuse. La question, c'est de savoir pourquoi on ne la voit pas. Alors très souvent, les gens pensent que la lumière est absorbée. Pas du tout. Vous êtes, comme on l'a vu, essentiellement transparent. En revanche, vous êtes organisé de manière très hétérogène dans toute la gamme des longueurs d'onde, en gros, à l'échelle de 100 nanomètres. La matière est très désorganisée quand on regarde ce qu'est une cellule. L'indice de réfraction varie spatialement très fortement. Et du coup, la lumière a un trajet complexe à l'intérieur de la matière. Ce qui fait qu'on perd la forme, l'information de forme de la source lumineuse et on récupère un halo lumineux. Alors ça ne va pas nous concerner trop a priori quand on fait de la photochimie, mais quand on fait par exemple de la microscopie ou de l'astronomie, ce sont des problèmes extrêmement importants. Ce qui nous concerne en chimie, c'est Beer-Lambert. Alors Beer-Lambert, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Vous avez votre ballon. Je vais me faire chimiste organicien. Je prends le ballon, je le remplis avec de la matière dans des conditions pour faire de la chimie organique.
Je ne suis pas très dilué en chimie organique, en général, on y va. Hein. Donc 10 millimolaires, 100 millimolaires. Et puis vous voulez faire quand même une quantité que vous pouvez mesurer. Donc on va avoir une absorbance à l'intérieur d'échantillons qui est assez élevée. Et on veut illuminer. On illumine par l'extérieur. Et du coup, on se retrouve très vite à avoir Berlambert qui fait qu'on a un déclin exponentiel avec l'absorbance. Alors prenons des ordres de grandeur. Donc, je prends une molécule organique standard. Son coefficient d'absorption molaire est de l'ordre de, on va dire, allez, je vais prendre 1000 par exemple, mol moins 1, centimètre moins 1 comme ordre de grandeur. Et je calcule pour une longueur caractéristique de 1 cm, ce qui correspond à un schlinck ou un ballon qui n'est pas si grand, j'atteins une absorbance de 1 à 2 millimolaires, ce qui est une concentration faible pour un chimiste organicien. Donc en gros, quand on fait de la photochimie préparative, on se retrouve dans la situation d'avoir l'extérieur, ou disons la partie proche de la surface de la verrerie, qui va être exposée à une intensité très forte, et puis en revanche, très très vite, à l'intérieur du système, on n'a plus de lumière du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait pour s'en tirer? On agite. On agite avec cette idée que je vais réussir à homogénéiser finalement ce qui est au contact de la paroi par rapport au cœur, et du coup, on va avoir un effet de moyenne. Ça marche à l'échelle de la seconde. Ça marche aussi si vous avez un milieu fluide, ce qui n'est pas toujours le cas, en particulier si on envisage de la photochimie à l'état solide, par exemple ce qu'on a vu. Et puis, on travaille sur des microalgues dans le cadre du laboratoire. Si j'agite trop fort mes microalgues, elles perdent leur flagelle, elles ne sont pas du tout contentes, et du coup, je n'ai pas du tout un état physiologique standard, par exemple. Donc, il y a plein de situations où on ne peut pas faire ça. Alors, ici, juste une autre remarque. J'ai parlé de l'intensité, mais si vous utilisez une source lumineuse non monochromatique, par exemple le soleil pour faire de la chimie verte, et que vous absorbez à l'intérieur de votre échantillon, ça veut dire que le spectre lumineux change en fonction de la position à l'intérieur du milieu. Et du coup, vous êtes aussi, non seulement avec une variation d'intensité, mais une variation du spectre d'excitation de votre milieu. Donc c'est très compliqué, en fait, ce qui se passe si on ne fait pas attention en choisissant une source la plus monochromatique possible et en contrôlant ses propriétés d'absorbance. Je vais revenir dessus. Alors du coup, nous, on était un peu inquiets en discutant, par exemple, avec des photochimistes organiciens, et il y a alors une renaissance de la photochimie aujourd'hui très très marquée, et en se disant il faut qu'on les aide pour à nouveau pouvoir réaliser des expériences reproductibles de laboratoire au laboratoire ou d'étudiant à étudiant simplement. Et pour ça, ça pose la question de savoir comment on va mesurer l'intensité lumineuse en particulier. Donc, comme on l'a vu, l'intensité lumineuse, on veut idéalement la mesurer à l'intérieur du système, pas à l'extérieur. On va voir que ça joue un rôle. Alors, vous allez voir un physicien, vous lui dites voilà, je veux mesurer une intensité lumineuse, il dit oh, pas de problème, c'est facile, tu vas acheter un lightmètre. Ici, il est spectral, ça coûte environ 1000 à quelques milliers d'euros selon les modèles que vous choisissez. Et l'élément détecteur, c'est cette petite partie en fait. Et donc vous vous dites, il n'y a pas de souci, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma lampe, je vais approcher l'élément sensible, ça vous donne à la fois l'intensité dans une mesure ici qui est une énergie surfacique, en fait une puissance surfacique, et puis vous avez le spectre. Bon, le seul problème, c'est que si vous prenez ça et que vous me le mettez, je ne sais pas, par exemple dans le THF, à l'intérieur du milieu, bon, vous avez perdu vos sous, à mon avis. Ça, c'est assez clair. Il y a d'autres problèmes. En fait, si la distribution de lumière, elle n'est pas homogène à l'échelle de votre élément sensor, qui intègre finalement l'impact de la lumière, vous n'avez pas cette information sur la distribution spatiale. Et puis par ailleurs, on va voir qu'on fait des mesures, par exemple, dans des organismes vivants. Je ne peux pas faire avaler cet objet-là à une souris ou à un poisson en lui demandant de me donner ensuite l'information. Donc ça ne va pas.
Alors, ce que les chimistes savent faire depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle de l'actinométrie. C'est une très jolie méthode. L'actinométrie, c'est d'utiliser des photochimies de référence, en fait, et de mesurer la cinétique de réaction d'une molécule photoactivable de référence et d'analyser la cinétique d'évolution, de formation d'un produit pour extraire, en fait, à travers cette échelle, ce temps caractéristique, une valeur de l'intensité dans la mesure où vous connaissez toutes les caractéristiques photochimiques de la réaction. Donc, cette revue, qui est une revue assez récente, liste les actinomètres classiques que l'on peut utiliser donc, pour faire des mesures d'intensité lumineuse. Alors, quand vous regardez en règle générale l'observable qui est utilisé pour ça, ce sont des mesures d'absorbance. Alors l'absorbance pose un certain nombre de limitations. Ce n'est pas une méthode très sensible. J'ai donné les ordres de grandeur des coefficients d'absorption molaire, mais il faut utiliser donc des solutions quand même assez concentrées pour réaliser ces opérations. Et par ailleurs, le principe consiste à illuminer un volume avec donc votre source lumineuse, dont vous voulez caractériser les propriétés. Et là encore, vous voyez qu'on va fonctionner en fait comme un intégrateur sur la totalité du volume. Donc nous, on utilise beaucoup des microscopes dans le cadre du laboratoire, et on a voulu finalement passer de l'absorbance à la fluorescence, dans la mesure où ça permet, en particulier en microscopie, de faire plus de choses. Alors l'idée va être essentiellement la même. Vous avez un échantillon, ça peut être un échantillon entre lame et lamelle, ça peut être une cuve spectro, ça peut être un ballon éventuellement, ça, il n'y a pas de souci. On a une source qu'on veut calibrer et on va récolter le signal de fluorescence qui est émis par le système et on mesure l'évolution du signal en fonction du temps sous illumination. La première remarque, c'est que pour avoir une loi simple d'extraction de l'intensité à partir de cette échelle de temps, en faisant intervenir ici un paramètre qu'on peut calibrer, qu'on peut déterminer, il faut d'abord vérifier que votre absorbance est inférieure à 0,15 sur l'épaisseur de l'échantillon, parce qu'il y a une opération de linéarisation à faire d'une loi exponentielle et qu'elle n'est valable que dans un régime particulier d'absorbance. Donc la première remarque, c'est que si vous n'avez pas de contrôle là-dessus, la loi n'est pas du tout la même. Et donc vous êtes très faux, déjà pour commencer. Donc notre idée au démarrage, c'était essentiellement d'avoir une meilleure intensité, enfin disons une meilleure sensibilité. Et là, je vous présente des objets qui font rêver quand on est un chimiste. Ici, c'est en fait ce qu'on appelle une protéine fluorescente réversiblement photoactivable. Elle a un petit nom. Elle s'appelle DROMPA. Donc c'est une molécule qui a été mutée en fait à partir d'une protéine fluorescente extraite de méduses. Et donc ce sont des molécules merveilleuses parce qu'elles arrivent à faire quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand j'ai un état excité, je me désexcite par différents types de voies. Et donc Louis a parlé de la photoisomérisation, qui est une voie de désexcitation. Et en général, quand on se désexcite par photoisomérisation, on ne fait que ça. Il se trouve que ces molécules, non seulement elles se photoisomérisent, mais elles arrivent à fluorescer en même temps. C'est-à-dire elles font deux choses qui sont en compétition. Et non seulement elles vont le faire à une longueur d'onde, mais elles le font à deux. Donc DROMPA, en fait, à l'état thermodynamiquement stable, a cette structure. C'est en fait un petit chromophore qui possède une double liaison à l'intérieur, qui se forme lors du repliement de la chaîne du peptide pour former donc, la protéine. On a une modification post-transcriptionnelle qui se traduit par la formation après oxydation d'un chromophore à l'intérieur de ce barillet, en fait. Et cette petite molécule à l'intérieur peut subir une photoisomérisation à une première longueur d'onde, ici très pratique, 488 nanomètres, pour donner un état qui initialement était fluorescent très fortement, un état qui n'émet plus rien. Et il y a une photochimie dont je vais dire un mot plus tard. Et ce qui est formidable, c'est que cet état-là, quand vous l'illuminez à 405 nanomètres, ce qui n'est pas très loin en fait, régénère l'état brillant. Et on a toutes les caractéristiques photochimiques, le fameux terme sigma que je vous ai montré, à la fois à 488 et à 405. Donc c'est ce qu'on a utilisé.
Et donc le principe de la mesure ici, qui est illustré en microscopie simplement, c'est qu'on a un milieu donc, qui est entre l'âme et lamelle qui contient la solution de cette molécule, et on l'image. Donc ce que vous avez ici, c'est une image. Donc de manière naïve, on pourrait dire, l'intensité lumineuse, c'est facile, c'est proportionnel finalement au signal que je mesure. Donc là, vous pourriez me dire, ici, clairement, il y a plus d'intensité lumineuse que là, puisque la fluorescence, dans ton régime d'absorbance, est proportionnelle à l'intensité lumineuse. Non, parce qu'on a bien sûr, ce qui détermine l'image, c'est à la fois l'intensité qui arrive sur l'échantillon, mais vous avez une fonction de transfert optique qui fait que vous récupérez par des systèmes de lentilles, objectifs, etc., la distribution d'intensité, et donc que vous avez une convolution au niveau de ce qui est détecté par votre détecteur caméra du phénomène d'intensité lumineuse à l'échantillon et ensuite de toute la partie optique au niveau de votre instrument. Donc, simplement la lecture sur une lame transparente du signal ne vous donne pas d'informations sur le profil spatial d'intensité lumineuse. Si en revanche, vous utilisez justement le système que je viens de présenter juste avant, sur chaque petit pixel de l'image ici, vous allez avoir un déclin de fluorescence à 488 nanomètres, et on va analyser ensuite, pour tous les pixels de l'image ici, la valeur du temps qu'on peut ensuite, par la connaissance du terme sigma dont j'ai parlé tout à l'heure, transformer en intensité lumineuse. Et vous voyez ici, sur une image en fait, qu'Aliénor avait produite, donc ce qu'on a projeté, en fait, c'est une diapositive au niveau de la lamelle, donc avec des mouettes. Et donc ce qu'on arrive à faire très très bien, c'est à déterminer, en fait, cette fois-ci, avec une résolution spatiale. Alors ici, c'est sur une solution aqueuse, donc la diffusion introduit un phénomène de flou, mais en revanche, ici, vous êtes dans un gel d'acrylamide dans lequel on a incorporé cette protéine fluorescente, et on peut avoir, en fait, une résolution typiquement de l'ordre de 0,3 micromètres au niveau du profil de distribution de l'intensité lumineuse à l'échantillon. Donc, ça a plein d'avantages de passer par l'actinométrie de ce type, et en particulier, on peut faire des mesures à l'intérieur d'un organisme. Alors, il se trouve que, je vais en dire un mot, l'optogénétique, qui est en gros l'utilisation de la lumière pour contrôler des fonctions biologiques à l'intérieur d'organismes vivants, depuis l'échelle cellulaire jusqu'à des échelles qui peuvent être de l'ordre de la souris, par exemple, exploite précisément l'intensité lumineuse à l'intérieur de l'échantillon. Donc ici, c'est sur une cellule, c'est au niveau du noyau, donc j'ai appliqué le même principe. Ici, ce sont des bactéries qui ont été modifiées génétiquement pour incorporer la protéine fluorescente dont je viens de parler, et on peut arriver très très bien à faire une mesure ici, en fait, sur les deux faces de ce qu'on appelle d'une couche d'agarose très diffusant la lumière, et d'arriver ainsi à faire des mesures d'intensité lumineuse à l'intérieur d'un échantillon. Ça peut être à l'intérieur d'une souris, typiquement, on va être capable de faire une mesure avec de la précision en utilisant des méthodes de ce type. Alors en fait, les actinomètres ont beaucoup d'avantages, mais ils ont des inconvénients, à savoir qu'une bande d'absorption typique d'une molécule organique qui fait de la photochimie, pour les plus fines, c'est environ 50 nanomètres, pour les plus larges, c'est environ 200 nanomètres. Donc en fait, ça veut dire que dans le domaine du visible, une même molécule ne va pas avoir une absorption sur la totalité de la gamme de longueur d'onde, et il en faut donc plusieurs pour arriver finalement à être capable de faire une mesure par le principe que je viens de vous expliquer sur toute la gamme des longueurs d'onde. Donc ici, j'ai représenté un certain nombre de systèmes qu'on a développés en lien justement avec ce type de mesure, et il y a en fait ici un système d'une nature un peu différente qui, lui, fait le travail sur la totalité de la gamme de longueur d'onde. Donc il y a un actinomètre universel, si on veut. Alors cet actinomètre universel, c'est une microalgue qui s'appelle Chlamydomonas reinhardti et qui est le modèle de la photosynthèse chez les micro-organismes. Alors, pourquoi utiliser un organisme photosynthétique pour faire une mesure d'intensité lumineuse? C'est lié en fait au fait que quand... Alors, les organismes photosynthétiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent leur vie à utiliser la lumière.
Et c'est très compliqué quand vous êtes en particulier une plante de vivre la lumière du jour. Elle change tout le temps, il y a des nuages, il y a du vent quand vous êtes des feuilles à un certain endroit, et donc en gros la photosynthèse est hyper régulée à l'intérieur des organismes sur les échelles de temps, depuis la picoseconde jusqu'à plusieurs jours, de manière continue à toutes les échelles de temps. Et donc quand vous excitez votre organisme photosynthétique, il est susceptible de faire de la photochimie, donc c'est la photosynthèse, mais il n'arrive pas à faire que de la photosynthèse, il émet environ 1% de fluorescence. Donc en gros, il y a une fraction de ce qui a été absorbé qui est émis sous forme de fluorescence. C'est une belle fluorescence rouge, hein, le monde autour de vous. Si on illuminait les arbres en lumière UV, vous verriez donc une fluorescence rouge extrêmement intense. Et je vais justement ici l'utiliser. Donc ce qu'on a mesuré, c'est la fluorescence endogène. Et donc, quand on excite simplement par un saut de lumière, on allume en quelque sorte le système, on a une augmentation de la fluorescence endogène avec une courbe extrêmement complexe qui est connue depuis les années 1930 environ, et qu'on peut modéliser à cette échelle de temps, c'est la seconde, comme une tri exponentielle. Et il se trouve en fait qu'à l'échelle de temps la plus courte, ici, cette étape est l'étape photochimique d'absorption du photon. Et donc par l'analyse du temps de relaxation de cette étape, vous avez directement la mesure de l'intensité lumineuse. Alors il fallait utiliser des microalgues pour ce travail. Donc là, on utilisait le travail de Pierre Joliot en particulier, donc un ancien de la maison au niveau de l'IBPC. Et Aliénor, donc, qui était en thèse à l'époque, a dit ça serait bien si on pouvait utiliser n'importe quelle finalement, espèce végétale pour faire une mesure d'intensité. Est-ce que c'est le cas? Je lui ai dit écoute, il n'y a pas de problème. Tu vas aller au muséum et tu vas récolter plein d'échantillons sur tous les biotopes. Donc visite du jardin alpin, tous les endroits, etc. La voilà partie donc là-bas. Elle revient avec des échantillons et on est parti pour faire des mesures d'intensité lumineuse. J'ai expliqué le principe de la mesure. Et pour extraire le fameux terme sigma qui permet de faire la conversion, en fait, il faut représenter la dépendance de l'inverse du temps extrait ici de l'exponentielle en fonction de l'intensité lumineuse. Et vous avez donc ici la distribution des points sur 61 échantillons. Donc c'est des plantes du désert, des plantes du quartier, enfin on a pris tout ce qu'on pouvait trouver au laboratoire. La pente, c'est la valeur de sigma, et en fait vous voyez que sur tous les échantillons, la pente, elle ne varie pas plus qu'un facteur 2. Donc ça veut dire que vous pouvez prendre n'importe quelle plante verte au hasard, vous prenez une feuille, et vous allez avoir l'intensité lumineuse avec mieux qu'un facteur 2. Ce qui est quand même pas mal, et pas cher, a priori. Alors c'est pas tout à fait vrai que c'est pas cher, parce qu'il vous faut un détecteur qui va vite quand même. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de mobiliser la photosynthèse pour réaliser la mesure d'intensité lumineuse. Et ici, vous avez le spectre d'excitation en fait, au niveau des plantes. Il est assez standard, puisqu'ici, il y a à la fois celui de l'algue dont j'ai parlé, mais aussi des plantes, donc c'est une moyenne. Et vous voyez en fait qu'on a un phénomène d'absorption dans tout le domaine du visible, les plantes absorbant massivement autour de 400 et ensuite autour de 650 nanomètres. Mais même dans la gamme en fait, intermédiaire, vous avez une forte absorption. Et la valeur de epsilon, si je devais convertir en epsilon la valeur au niveau de l'appareil photosynthétique, elle est environ 1000 fois plus grande que les meilleurs chromophores qui existent. C'est lié à l'antenne en fait, collectrice de la lumière dans les végétaux et dans les algues. Donc ça, c'était le premier aspect qui est celui de mesurer l'intensité lumineuse. Alors ensuite, on a eu l'occasion de discuter avec Cyril, avec Louis, sur la question des photoréacteurs. Donc on fait de la photochimie. Comme on l'a vu, Beer-Lambert, c'est pas drôle, puisque finalement on va se retrouver à faire une illumination a priori par l'extérieur ou par l'intérieur, mais dès qu'on illumine et qu'on absorbe, on a une diminution de l'intensité lumineuse. On s'est dit, après ce contact, quand même, on va essayer de voir si on pourrait concevoir un réacteur photochimique
un truc pas cher, éventuellement, qui permettrait de faire un peu mieux que des choses qu'on a vues. Alors, on a fait tout ce qu'on a pu. Louis nous a dit quand même, vous pourriez faire un peu plus volumineux que ce que vous avez fait. Mais néanmoins, on vous raconte en 2 mots ce qu'on a été amené à faire. Et puis c'est un truc qui est assez drôle par certains côtés. Si vous voulez, disons, détruire du matériel scientifique ou détourner du matériel scientifique, c'est pas mal. Alors, on s'est dit qu'on allait concevoir un petit photoréacteur qui nous permettrait de faire de la photochimie en RMN, entre autres. Donc ce qu'on a pris, ce sont des tubes RMN commerciaux, donc de 5 mm de diamètre et 3 mm de diamètre. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a mis du scotch donc, à un endroit, et j'ai dit aux étudiants, après, tu vas mettre du papier de verre. Donc c'est assez jouissif, en fait. On raye complètement l'extrémité du tube RMN, avec l'idée qu'on va introduire de la diffusion de lumière, qui permet justement d'avoir un phénomène uniforme au niveau de l'illumination. Et donc l'idée est la suivante. On a donc un tube de 3 mm qu'on a rempli de DMSO, en fait. On met l'échantillon qui nous intéresse entre le tube de 5 et le tube de 3, c'est ce qui est représenté en vert ici. Et ce que vous avez en fait ici, on alimente avec une LED qui est couplée avec une fibre optique. Et ce que vous avez ici, c'est la trajectoire des rayons lumineux en fait à l'intérieur du système. Il se trouve que l'eau a un indice de réfraction plus faible que le DMSO qui est accordé au vert, qui est 1,49 par rapport à 1,33. Et du coup, vous êtes en réflexion totale de l'excitation lumineuse à l'intérieur du DMSO, qui se propage donc à l'intérieur de votre tube. Et à l'endroit où vous avez dépoli, eh bien, on a une sortie de la lumière et qui se fait de manière homogène. Donc on a une variante ici, en utilisant ensuite toujours un tube RMN de 10, qu'on remplit lui aussi de DMSO, qu'on dépolie au niveau de l'extrémité, et qui permet à nouveau d'avoir une zone intermédiaire dans laquelle on a de l'illumination uniforme. Alors on a été amené à développer des actinomètres pour la RMN, puisque l'idée était de caractériser justement l'homogénéité de l'intensité lumineuse à l'intérieur du système, et aussi de mesurer l'intensité lumineuse. Donc soit ici en utilisant une photochimie qui est très classique, je ne sais pas si tu en parleras à un moment, qui est la photochimie en fait, de ces dérivés dans lesquels on a un groupement nitro ici qui peut interagir avec la position benzylique ici et qui aboutit ultimement à casser cette liaison-là de manière très efficace. Et puis ici, en lien directement avec ce qu'a dit Louis, une réaction de photoisomérisation au niveau de la double liaison qui est renversable et qui permet donc à partir de cet état d'obtenir le stéréoisomère qui est en échange contrôlé à la fois au niveau du retour par la photochimie, mais aussi par la relaxation thermique. Et donc, on analyse simplement l'évolution des signaux RMN en fonction du temps avec le premier, où le second, en fait, utilise une mesure à l'état stationnaire, parce que pour une intensité donnée, le système va relaxer avec un certain avancement de la photoisomérisation, en fait, sous une intensité donnée, et on peut, à ce moment-là, simplement mesurer le rapport des signaux entre les deux stéréoisomères en fonction de l'intensité et avoir une courbe de calibration. Donc ça, c'est des choses qu'on a développées pour cela. Et puis, je voulais montrer cette petite image, en particulier donc ici, ce qui se trouve à gauche. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé, en fait, l'intensité lumineuse moyenne à l'intérieur de l'échantillon avec le réacteur que je viens de montrer et un autre réacteur qui serait très simple, en prenant le tube de 5 mm de RMN, qu'on remplit avec même diamètre, qu'on remplit avec le même volume de solution, et on illumine par au-dessus, avec la même puissance d'illumination. Donc, ce dernier mode d'illumination, c'est la courbe noire, ici. Et voilà ce que nous, on a. Et ce que vous voyez, c'est qu'entre les deux configurations, il y a 2 ordres de grandeur au niveau de l'intensité lumineuse à l'intérieur de l'échantillon, alors que vous utilisez la même source à l'extérieur. Ce que vous voyez aussi, avec tous les systèmes, c'est que la valeur de l'intensité, elle dépend de l'absorbance de votre échantillon. C'est trivial, dans la mesure où si j'absorbe de la lumière, il en reste moins à l'intérieur de l'échantillon. Mais le message qui est important, c'est que si vous faites de la photochimie et que vous voulez calibrer avec l'actinomètre, il faut que l'absorbance soit la même que celle de l'échantillon que vous allez utiliser par la suite. Sinon, vous faites une erreur qui peut être de l'ordre de un facteur 10 ou un facteur 50,
d'où pas mal de problèmes de reproductibilité au niveau expérimental. Alors, je me suis dit quand même, je vais essayer de vous montrer ce que je fais, parce que quand je ne fais pas des outils, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la lumière? Alors en fait, je vais commencer par le dernier travail que j'ai mené ici, comme chargé de recherche CNRS. C'était il y a 30 ans. Donc c'est un travail qu'on avait fourni en fait avec Bernard Valeur. Donc, ça me fait plaisir de penser à Bernard, qui était au CNAM, en fait, à l'époque. Et je me suis aperçu que ça a dû être un des premiers exemples de photocatalyse, en fait, non covalente, peut-être même le premier, je n'ai pas revérifié. Donc l'idée que nous avions à l'époque, en fait, on a beaucoup étudié des cyclodextrines dérivatisées par des groupements qui étaient à la fois absorbeurs et émetteurs de lumière. Et l'idée de Bernard, historiquement, c'était de dire, si on met quelque chose à l'intérieur de la cavité de la cyclodextrine, qui est en fait un récepteur connu pour complexer des molécules, peut-être qu'on peut transférer de l'énergie de l'antenne, un peu avec le modèle de l'appareil photosynthétique, vers la cavité. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est de trouver une photochimie, ici celle de la photoisomérisation du nitrone qui donne ici cet amide, et de voir dans quelle mesure on aurait un effet d'accélération lié à ce que cette molécule serait complexée dans la cavité, qu'on allait exciter la partie ici des naphthalènes, qui transférerait son énergie. Cette molécule ayant une affinité plus faible pour la cavité, on aurait donc un phénomène de photocatalyse avec un cycle catalytique correspondant. Ça marche, ça n'a aucun intérêt synthétique, on a mal publié, mais c'était une autre époque, et donc voilà, c'est un exemple de photocatalyse, si on veut, d'une nature un peu différente de celle qui est pratiquée aujourd'hui, mais ça me fait plaisir d'en parler ici. Alors en fait, moi j'ai passé ma vie à m'intéresser à cette organisation de la matière, qui est en gros la matière biologique, mais vue du point de vue d'un chimiste analyticien, en se disant c'est une solution aqueuse avec plein de choses dedans. Des millions d'espèces, on a des échelles de concentration, des échelles de temps. Quels sont les outils analytiques qu'on peut développer pour essayer d'apprendre des choses sur ça, en tant que chimiste? Donc, deux outils sont nécessaires. Si vous voulez vous intéresser à la dynamique, aux aspects cinétiques, eh bien, il faut introduire une perturbation. Donc, c'est le principe de la cinétique, classique en tout cas, de hors équilibre. Et donc, pour ça, la photochimie, c'est très très bien, parce que, et je pense que Louis aura l'occasion d'en parler, on a vu tout à l'heure que l'énergie d'un photon est très forte et on peut casser des liaisons en utilisant la lumière. Et donc l'idée de l'optogénétique est d'avoir une molécule dont l'action biologique est inhibée par la présence, par exemple, d'un groupement protecteur photolabile, d'appliquer la lumière, qui peut être focalisée avec un contrôle temporel sur l'application, et vous allez donc libérer l'objet vert, qui va pouvoir interagir avec le système biologique là où vous voulez et au moment où vous le souhaitez. Donc ça, c'est le principe de l'optogénétique qui a eu des conséquences, c'est vraiment un domaine fort. Et donc, ce que je veux illustrer ici, c'est la question de l'orthogonalité. Est-ce qu'on peut utiliser deux sources lumineuses à deux longueurs d'onde distinctes pour activer deux fonctions différentes? Et pour ça, on utilise deux photochimies. Une photochimie qui va me permettre d'activer une protéine. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de cette partie-là, mais disons qu'en gros, l'idée, c'est qu'on va libérer un inducteur. Une fois que l'inducteur est libéré, qui est un analogue d'œstrogène, on va avoir une activation en fait, d'un récepteur œstrogène muté qui se traduit ultimement par l'obtention de l'activité protéique. Et puis une autre photochimie dont tu as parlé un petit peu dans le cadre du rétinal, mais qui concerne ici l'acide rétinoïque. L'acide rétinoïque, c'est un morphogène du développement du système nerveux chez les vertébrés. Et en fait, la forme ici, le stéréoisomère 13,6, a une action biologique pratiquement inexistante, alors que le dérivé All-trans, lui, a une très forte activité biologique. Et notre idée, c'était d'analyser des phénotypes associés à ces deux modes d'activation et de regarder si on était capable d'obtenir l'un ou l'autre à volonté.
Et la partie ici qui est intéressante, et le côté bien réagir avec la lumière est important, ici vous avez le spectre d'absorption de cette espèce-là, qui va déterminer une certaine action biologique. Puis voilà l'inducteur, ici, avec un groupement Kg qu'on avait développé, dont je ne parlerai pas, et qui a, lui, son spectre d'absorption ici. Et donc, l'idée est la suivante. On aimerait pouvoir activer à volonté soit cette bande d'absorption, soit celle-ci. Alors, activer de ce côté, c'est très facile. À nouveau, si je me place, par exemple, ici, je vais avoir une absorption de cette molécule-là, mais vous voyez que je n'ai pas d'absorption de l'autre. Donc ça, c'est facile, il n'y a pas de souci. Ce qui est très difficile, c'est l'autre. Si j'excite ici, ben j'ai encore de l'absorption de celui qui absorbe à longueur d'onde plus élevée. Donc est-ce qu'on peut réussir à taper ici sans exciter de manière significative cette partie? Et là, on a le rapport des valeurs de epsilon, et donc en gros, il va falloir utiliser aussi les rendements quantiques, dont on a un tout petit peu parlé lors de la partie de cours, et bien choisir la durée d'illumination. Parce que si vous illuminez trop longtemps, ben vous finirez par avoir une absorption de celui-là. Donc c'est quelque chose qu'on a réalisé sur le développement embryonnaire du poisson zèbre. Donc le poisson zèbre, c'est le modèle vertébré classique pour plein de développements thérapeutiques. Et en fait, il se trouve que les deux phénotypes qui nous intéressent concernent le développement des yeux chez le poisson zèbre. C'est cette photochimie-là, en fait, qui va impliquer cette molécule-là. Et puis l'autre, c'est ce qu'on appelle la formation des rhombomères, qui correspondent au développement du cerveau, en fait, chez le poisson zèbre. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est un contrôle, en fait, qui n'a pas subi d'illumination. Si j'active spécifiquement à 470 nanomètres, longueur d'onde élevée, je perds les yeux. Je ne touche pas au rhombomère, ça c'est ce que j'attends. La partie difficile, c'est celle-ci. Si j'illumine donc, dans cette bande d'absorption le temps approprié, parce que j'ai tout mesuré, etc., je n'ai pas le phénomène d'activation de la deuxième molécule qui absorbe à longueur d'onde élevée, je garde les yeux, mais en revanche, je fais ce qu'on appelle un rescue, en fait, au niveau du développement des rhombomères, parce que j'ai l'action de l'acide rétinoïque. Et puis ici, vous avez le contrôle, en fait, sur illumination aux deux longueurs d'onde, qui permet de voir à peu près donc, la somme des deux phénotypes. Donc en fait, si vous mesurez correctement vos grandeurs, on peut arriver à avoir des orthogonalités, par exemple, au niveau de l'activation. Je vais dire un mot de la partie donc, de lecture. Une fois que vous avez introduit votre perturbation, eh bien, il faut lire l'effet de la perturbation, si possible, avec ce qu'on appelle une approche multiplexée, c'est-à-dire de suivre non pas une molécule, mais de suivre beaucoup de molécules. Donc, dans une cellule, il y a environ entre 1 et 10 millions d'espèces chimiques distinctes, juste pour avoir des idées. Et l'état de l'art, au niveau de l'observation en fluorescence, qui est la seule méthode qui soit suffisamment sensible pour analyser jusque, on va dire, à subnanomolaire à l'intérieur d'une cellule, l'état de l'art, c'est 3 ou 4. Donc, quand on a commencé ce travail, on peut observer simultanément 3 ou 4 molécules marquées à l'intérieur d'un système. Donc, on utilise la fluorescence actuellement comme observable, qui a plein d'avantages, mais qui a des inconvénients. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'autofluorescence, pourquoi on est obligé de se mettre dans le noir, etc. La partie qui est intéressante ici, c'est ce qu'on appelle l'encombrement spectral. Vous avez ici les bandes d'absorption des protéines fluorescentes classiques qui sont utilisées par les biologistes, et ici les spectres d'émission. On essaie de les affiner au maximum, mais pour des raisons qui sont liées à ce qu'on appelle l'élargissement inhomogène en spectroscopie, le plus fin que vous ayez pour un chromophore organique, c'est 50 nanomètres. Et c'est très bien. Donc, spectralement, c'est difficile en fait, de faire la séparation de plus de 3 ou 4 colorants à l'intérieur du domaine du visible. Et par ailleurs, c'est coûteux du point de vue vraiment de l'argent, puisqu'il vous faut un instrument optique avec des filtres, avec tout un tas d'équipements assez compliqués pour arriver à faire la discrimination. Alors nous, il se trouve que notre approche est assez différente de l'approche standard. Classiquement, ce qu'on utilise pour discriminer des objets,
ce sont les propriétés spectrales, la longueur d'onde d'excitation, la longueur d'onde d'émission. Et nous, on a plutôt une approche de chimiste par rapport à ça. Et notre approche de chimiste, c'est de reconnaître en fait que ces objets-là, comme l'a montré Louis, ce sont des réactifs en faisant intervenir à la fois l'état fondamental et les états excités. Et donc, du coup, si je prends ici un schéma très simplifié de ma protéine DROMPA, en fait, d'un mutant qui s'appelle DROMPA2, on a un phénomène à partir de cet état qui est l'état stable, où je vais avoir une première excitation, je peux émettre de la fluorescence, mais aller vers un autre état, qui lui-même absorbe la lumière, qui me permet d'atteindre un nouvel état, qui peut retomber ici sans fluorescence ou bien revenir ici. Je peux faire ça, et puis il me manque 3 autres états, en fait, que je ne fais pas apparaître et qui jouent à d'autres échelles d'énergie. Donc nous, notre idée, c'est de dire que le nombre de constantes cinétiques et la topologie en fait, du réseau contiennent beaucoup plus d'informations de discrimination que les 2 dimensions simplement spectrales qui sont utilisées ici. Et donc c'est ce qu'on a fait en utilisant une idée qui est très simple. Donc je reprends le schéma que je viens de vous présenter avant. Il y a donc tout un tas d'étapes. Il y a des étapes photochimiques, il y a des étapes qui sont thermiques, des ionisations, des isomérisations, donc des choses assez variées. Et l'idée va être en fait une idée très simple de cinétique, de modifier l'étape cinétiquement déterminante du réseau en modulant les intensités lumineuses des sources, ici, pour être capable, à travers l'évolution du signal, d'obtenir des temps caractéristiques qui vont sonder différentes positions à l'intérieur du réseau. Et donc, on va se retrouver à générer une collection de temps pour réaliser la discrimination. Et donc, je vous montre ce qu'on peut réaliser. Donc ici, on avait été pêcher les 22 protéines fluorescentes réversiblement photocommutables décrites dans la littérature, donc en collaborant avec des Chinois en particulier. Et voici le spectre d'émission de ces 22. Comme vous le voyez, c'est assez voisin, c'est assez difficile de prétendre faire de la déconvolution spectrale pour essayer de savoir quelle est la proportion de l'un ou de l'autre. Quand on applique la méthode, en l'occurrence Lightning, qui est cette méthode qui permet d'extraire en 1 seconde en fait, mes 4 temps caractéristiques en fait, associés, ce sont des échelles logarithmiques en fait, ici, nous arrivons typiquement à la précision donc, au niveau de la mesure, au niveau du rapport signal sur bruit, pardon, pas sur bras, à distinguer donc 20 protéines fluorescentes sur les 22, alors que spectralement, elles sont exactement identiques. Et donc, on pense que ce type d'approche doit nous permettre de voir de l'ordre d'une centaine de fluorophores distincts, par exemple, à l'intérieur d'un échantillon. Juste pour conclure, en fait, où est-ce qu'on en est de ces développements à l'heure actuelle? Ben, en fait, on va utiliser de l'analogie et certaines connaissances en biologie avec ce petit livre que vous connaissez tous, et avec la question « Est-ce que ma rose a soif ?» C'est une question très importante à l'heure actuelle. On parle des problèmes de l'eau de manière générique, mais des problèmes des intrants en agriculture. Donc, comment on fait au jour d'aujourd'hui pour savoir s'il faut arroser? Vous avez peut-être des plantes vertes, vous savez à peu près ce qu'il en est. Je regarde, et quand vous en êtes là, il est souvent assez tard, on va dire. Donc on cherche des signatures, en fait, beaucoup plus précoces au niveau du stress à l'intérieur des plantes. Et il y a des enjeux considérables en agronomie. Donc on s'est dit, finalement, c'est pareil que nos protéines fluorescentes. Ça, c'est le métabolisme, en fait, de Chlamydomonas reinhardti. Et ici, vous avez un chloroplaste, en fait, avec, à ce niveau-là, une petite usine photochimique qui est connectée dynamiquement avec un réseau de réactions. Donc on va utiliser le même cadre théorique que celui que je vous ai montré dans le cadre des protéines fluorescentes, ici, qui apparaît de manière simplifiée. On a en particulier 2 photosystèmes à l'intérieur de ces plantes supérieures ou des algues avec lesquelles on travaille, qui absorbent la lumière, donc caractérisées par des valeurs de sigma, etc., des étapes thermiques, des étapes photochimiques. Et ce qu'on essaie de faire à l'heure actuelle, c'est de la catégorisation, en fait, en utilisant des méthodes de recherche de séquences d'excitation lumineuse, en particulier en mobilisant des outils d'intelligence artificielle, mais pas uniquement,
pour déterminer des séquences optimales de discrimination sur des systèmes avec des niveaux de stress qui sont variés, dans le cadre donc d'un projet européen. Donc j'en ai terminé avec cette petite visite d'une activité assez variée. Donc je remercie ici les gens avec lesquels j'ai travaillé. C'est aussi, au-delà des noms que vous ne connaissez pas nécessairement, pour montrer le type de collaboration qu'on a mis en œuvre pour réaliser ce travail. Donc sur la partie photocontrôle avec les petits poissons, c'était un travail qui était historiquement avec des gens du Collège de France, du temps d'Alain Prochian quand il était ici sur la partie de biologie, des gens de la physique, avec en particulier Vincent, qui est encore en activité, qui est le directeur de l'ESPCI. Et puis pour la partie d'utiliser, disons, ces séquences d'illumination pour faire de la discrimination au niveau des objets, donc un travail qui a été mené en complément avec des opticiens, donc ici le laboratoire optique et biosciences de Polytechnique, des théoriciens, parce qu'il faut avoir un développement théorique sur les parties de séquences, je ne vais pas du tout parler de cette partie-là, des gens qui font des protéines, et puis des gens de la photosynthèse, donc à Olomouc, au niveau de l'université. Donc voilà ce que je voulais vous raconter, pour qu'on ait un petit complément avec ce que tu avais présenté sur la partie à la fois de cours et des illustrations de ce qu'on peut faire. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour cela. Donc voilà.